Alors vous regardez et vous dites, bon, et vous apercevez que les Américains vont être troisième d'après les prévisions qui sont faites par des organismes internationaux pilotés par les Américains. Donc si vous voulez, c'est pas de la manipulation d'information, ils le disent. Donc on voit tout de suite que le problème pour les Américains, c'est de dire comment je peux m'en sortir et continuer à être leader alors que je perds pied au niveau de ma taille et de ma capacité. Et les BRICS, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on était 5. Mais il y en a plein autour qui se développent, qui ont les mêmes problèmes que nous, avec un décalage, mais les mêmes problèmes que nous. Donc il faut qu'on s'entraide. Et on assiste donc à une évolution du monde où l'on voit un certain nombre de pays en développement demander de rentrer dans les BRICS. Et donc, or les BRICS vont se réunir au mois de novembre, si vous voulez, et on s'attend à ce qu'il y ait une multiplication du nombre de pays rentrant dans les BRICS. Et alors là, on va y voir qu'est-ce qui va se passer. D'abord, pour donner quelques pays, il y en a une dizaine qui sont candidats, mais vous avez un pays qui peut nous intéresser, c'est l'Algérie. L'Algérie est candidate pour entrer dans les BRICS. L'Argentine, candidate pour entrer dans les BRICS. L'Arabie Saoudite, candidate pour entrer dans les BRICS. L'Iran, maintenant que la Chine a fait faire la paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Pareil. Donc, vous avez toute une série de puissances qui ne sont pas moyennes, qui sont déjà des puissances importantes, qui sont en train de basculer. Et alors, et c'est là où on peut se poser des questions, quand on voit le G7, donc là c'est les nôtres, qui, à la dernière réunion qu'ils ont eue il y a moins d'un mois, disent au reste du monde, attention, on vous surveille, il faut que vous respectiez ce qu'on vous dit de faire, en particulier les fameuses sanctions. Et que vous répondez tous ces pays-là, jamais nous n'appliquons les sanctions. Parce que les sanctions, c'est un problème d'occidental. Comme il disait une amie, qui est une sud-africaine célèbre, c'était l'avocate de Mandela, je sais aussi qui c'est, qui était présidente de la Commission des droits de l'homme à l'ONU, elle me disait, il y a quelque temps, elle me disait, tu sais, ce qu'il y a bien dans votre histoire de l'Ukraine, c'est que d'habitude, les guerres, c'est nous qui vous les faites chez nous. Et c'est nous qui sommes pénalisés. Et là, c'est une guerre de blancs, entre des blancs, et vous vous massacrez entre vous. Formidable, nous on compte les points. Eh bien, ça laisse rêveur. Parce que quand vous voyez qu'à côté ils vous disent on n'applique pas les sanctions, et que vous voyez aussi qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec l'interprétation qu'on donne, vous devez vous poser des questions en disant mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre pied par rapport au reste du monde? Et on revient à ce que je vous disais au début, c'est en définitive, ce sont nos valeurs qui sont en train de s'effondrer au profit d'autres valeurs, d'autres visions du monde, d'autres systèmes de pensée que le nôtre. Et ça c'est fondamental. Comme on l'évoquait, bon, quand vous voyez, quand on nous dit par exemple, on parle de démocratie, l'Europe a inventé la démocratie européenne, il faut bien le dire, mais est-ce que la démocratie européenne est viable dans le reste du monde? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. On a voulu l'imposer en Afrique, c'est un échec. On a voulu l'imposer en Amérique du Sud, c'est un échec. On a voulu l'imposer en Asie, c'est un échec. Et on voit par contre, dans toutes ces zones du monde, des gens qui vous disent « Mais nous, on est dans une démocratie. » Évidemment, c'est pas la même que la nôtre. Et c'est ça la question. En définitive, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on veut continuer à défendre, alors au niveau national c'est autre chose, mais on a défendre au niveau mondial une vision de la démocratie qui est spécifiquement européenne, parce que les Américains n'appliquent pas non plus, soyons raisonnables, ou alors est-ce qu'on est prêt à accepter qu'il y a d'autres systèmes politiques qui peuvent fonctionner, et qui fonctionnent très bien, qui sont adaptés. Pourquoi? Parce que dans chaque zone du monde, le système politique dépend de la population, du social, de la culture, de l'histoire, de beaucoup de choses. De la religion. Et que quand on veut nous plaquer un système qui a à peu près réussi chez nous, on ne peut pas dire ailleurs que ça marchera. Et la preuve, c'est que ça ne marche pas. Alors, vous voyez, donc quand on disait l'évolution du monde, le changement des paramètres, fantasme, réalité, en réalité, ce qu'on peut dire, c'est que le fantasme, c'est ceux qui croient encore que ça va continuer comme c'était jusqu'à maintenant. Ce qui est terrible, c'est le déni de reconnaissance d'une réalité qui nous rattrape, progressivement, dans laquelle... Nous sommes africains, et nous voulons tous qu'enfin, une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre, et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Cette évolution, si vous voulez, progressive, qu'on a découvert au fur et à mesure, bien sûr, au départ, elle s'est concrétisée avec les États-Unis d'un côté, l'Europe et, bien sûr, la Chine qui était de l'autre côté et qui repartait de plus belle. Mais, et maintenant on s'en rend compte, depuis quelques jours on en parle beaucoup à cause de sa population, l'Inde monte derrière. L'Indonésie, on en parlait il y a 2 mois, le sud-est asiatique monte également. On voit en Amérique du Sud le pôle brésilien qui se développe. Et on voit un autre pôle au nord avec la Colombie. On voit en définitive, en Afrique, vous avez certes le pôle Afrique du Sud, mais on voit maintenant qu'il y a une émergence d'un pôle sahélien, qu'il y a une émergence d'un pôle, je dirais, Afrique centrale, qu'il y a une émergence d'un pôle Afrique du Nord. Après, il faudra préciser, parce que là, c'est un peu plus compliqué. Toujours est-il qu'on voit que ces pôles sont en train de se développer et changent les règles du jeu. Je vais vous donner un exemple. Pendant toute la partie que je qualifierais de coloniale, durant lesquelles les empires, le français, l'anglais, les américains aussi d'ailleurs, après, tant que les empires récupéraient les matières premières, des énergies, peu importe, ils récupéraient dans les pays
du tiers-monde, je dirais colonisés, et les transférer chez eux pour les transformer et créer de la valeur. C'est-à-dire qu'on prenait des matières premières ailleurs et on créait de la valeur chez nous. C'est ce qui nous a permis ce fantastique développement qui fait qu'aujourd'hui on vit dans de très bonnes conditions par rapport à d'autres parties du monde. Ce fut effectivement une réussite pour nous, mais ce fut indiscutablement pour les autres, ça a posé de gros problèmes. Même si, il ne faut pas tout rejeter non plus, hein, on n'est pas haut que ce que vous voudrez, il ne s'agit pas de tout rejeter, il y a eu des choses bénéfiques qui ont été faites dans tous ces pays, mais globalement, on ne peut pas dire qu'il y a eu un très fort développement économique de ces pays-là, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ces pays en développement, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils ne veulent plus qu'on puisse prendre chez eux les matières premières et les transférer ailleurs pour les valoriser. Ils veulent que l'argent reste chez eux, pour que la population se développe, que le niveau de vie monte, que le pays devienne un pays plus riche, plus solide économiquement. Et socialement aussi. Cette évolution auquel on assiste un peu partout dans le monde, hein, évidemment, elle nous pénalise, nous les Occidentaux, puisque c'est exactement le modèle inverse de celui que nous avions jusqu'ici. Et donc il est normal et compréhensible qu'on le voit plutôt d'un mauvais œil. On le voit d'un mauvais œil, mais malheureusement, on peut habiller ça comme on veut, c'est maintenant un phénomène inéluctable. Quand vous prenez, pour vous donner un exemple simple, mais je crois emblématique, hein, l'Arabie Saoudite, le président Roosevelt signe avec le roi Ibn Saoud sur le Quincy, sur le croisé Quincy, hein, juste après la guerre, le premier ministre d'Arabie Saoudite est venu en France pour discuter avec nous. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de basculer, elle a quitté hein, l'environnement américain, et maintenant elle va rentrer dans ce qu'on appelle les BRICS, hein, c'est-à-dire le groupe des pays émergents puissants, hein, le Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Donc vous allez voir qu'au mois de novembre, quand il va y avoir la grande réunion des BRICS, les Saoudiens vont rentrer dans les BRICS, comme d'autres, on en parlera, hein, et ça veut dire que, ça y est, ils ont coupé le cordon ombilical avec les Occidentaux, et maintenant ils vont vivre leur propre vie. Et ils vont vivre leur vie associés à d'autres qui sont comme eux, des pays en développement. Alors vous voyez, je prenais cet exemple-là pour bien vous montrer que ça c'est quelque chose, bien entendu, que non seulement les Occidentaux, les Européens n'avaient pas prévu, mais en plus, hein, qui ne les arrange pas du tout. Parce qu'à partir du moment où on fait la transformation sur place et qu'on fait payer le prix normal à la sortie de la transformation à ceux qui achètent les produits, il est bien évident que vous vous retrouvez avec, nous en tout cas pour ce qui nous concerne, avec des prix élevés, plus de marge, et il faut vivre avec. Donc c'est un peu compliqué quand on n'a pas pris l'habitude de vivre comme ça. Je vous citais cet exemple-là, mais on peut en citer dans tous les coins du monde. Le deuxième, quand on regarde un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Et là, je vais revenir sur la guerre en Ukraine. Je voulais en pouvoir en parler, mais la guerre en Ukraine, au-delà de ce qui se passe au niveau militaire, des responsabilités des uns et des autres, mais je voulais en pouvoir en parler. Mais ce qui est intéressant, en définitive, c'est pas la guerre, c'est les sanctions. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé avec les sanctions. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, les Européens, mais conseillés par les Américains, parce que les sanctions le plan de sanctions a été donné par les Américains aux Européens pour le valider, donc c'est clair. D'ailleurs, on ne l'avait pas lu, parce que si on l'avait lu complètement, il y a certaines sanctions qu'on n'aurait pas faites. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Donc, il y a eu des sanctions, et on pensait que la Russie allait s'effondrer. Or, qu'est-ce qui se passe? La Russie, elle ne s'effondre pas. L'euro, regardez la valorisation de l'euro depuis le début de la guerre, nous avions perdu 20%, on est remonté un peu, aujourd'hui on est à peu près à 10% de perte sur l'euro par rapport au dollar, par rapport à il y a 2 ans. Le rouble, dont on nous a annoncé l'effondrement, est à plus 6% par rapport au début de la guerre. Comment la monnaie russe a pu s'en sortir dans cette guerre avec toutes les sanctions? C'est là la première question qu'il faut se poser. Et qu'est-ce qu'on voit? Et d'ailleurs, c'est en réalité, une fois de plus, une partie émergée de quelque chose de beaucoup plus grave. En réalité, les Russes, comme beaucoup de pays du tiers-monde ou des pays en développement, ont été horrifiés et scandalisés par la pratique de ce qu'on appelle l'extraterritorialité. La règle américaine qui consiste à poursuivre tout le monde dans le monde entier, donc il n'a pas réussi. Bon, les Russes ont réussi. Les Russes ont réussi, on s'en aperçoit maintenant, bien pas que les Russes, ils ont réussi à stocker, durant les dernières années, des quantités d'or très importantes, comme garantie de leur monnaie. Hein. Et pour ceux que ça peut amuser, il faut savoir que quand Wagner, vous savez, les mercenaires de Wagner, ce ne sont pas les mercenaires, c'est une garde nationale, quand les gens de Wagner vont dans un pays africain, ils ont deux choses. D'abord, ils proposent au président en place ou à la présidente en place de le protéger ou de la protéger contre les manigances des Français qui chercheront à la renverser. Donc ils disent, nous on vous garantit que vous resterez en place, et en contrepartie, vous allez nous donner des mines d'or à exploiter, qu'on sera payé en mines d'or. Alors bien sûr, si vous ne connaissez pas toute l'histoire, vous dites ces types sont des voyous, des mercenaires, ils sont payés en mines d'or, dans la réalité, l'or qui est pris, il part à la banque russe à Moscou. Et on constitue comme ça des stocks d'or de plus en plus importants. Alors, quand ça a commencé à arriver, on a dit, c'est les Russes, c'est les sanctions. Alors, c'est pas vrai, ils avaient commencé avant, et puis on a découvert que les Chinois, ils étaient en pression à la mode actuellement, mais j'essaie de vous montrer comment ça se passe vraiment. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième élément, la puissance, je dirais, économique. Quand vous regardez le développement, le fameux PIB, le produit intérieur brut de tous les pays, vous apercevez qu'aujourd'hui, les pays asiatiques, c'est-à-dire l'Inde, la Chine, la Corée, le Japon, l'Indonésie, pour prendre les plus grands, représentent 51% du PIB mondial. C'est-à-dire que l'Asie, aujourd'hui, est la plus grande zone économique du monde, et de loin. À titre d'information, l'Europe c'est 22%, et les États-Unis c'est 26-27%. Donc,
on voit, là aussi, on voit le problème qui se pose aujourd'hui, c'est-à-dire que actuellement, l'Asie est en train d'émerger comme la puissance économique, le groupe économique le plus important. Et alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais nous avons des accords, il y a des pays qui sont proches de nous, des pays... Mais peut-être dans cette zone-là, membre de cet accord, c'est un peu comme en Europe, vous bénéficiez de taux préférentiels dans les échanges, de diminution de taxes, et ainsi de suite. Donc, il est en train, non seulement l'Asie est en train de monter très vite au niveau puissance économique, mais en plus, ils passent des accords entre eux, qui renforcent encore leur puissance. Donc, sur le plan économique, il est clair que les Occidentaux, nous sommes en train de perdre la partie. Et c'est très inquiétant parce que on ne voit pas comment ça pourrait évoluer, si vous voulez. Il n'y a pas d'espoir de développement sur l'Europe ou sur l'Amérique du Nord qui nous permet d'imaginer que ça pourrait changer. Alors, il reste les pôles et les pays dont je vous parlais tout à l'heure, les BRICS. Là encore, nous sommes les pays développés, et quand je vois les écologistes, certains écologistes, nous dire que on a créé un monde épouvantable et qu'il faut donc arrêter de progresser partout pour sauver la planète, et vous comprendrez que si c'est compréhensible, discutable mais compréhensible au niveau des pays européens, que peuvent penser des pays en développement qui ont été exploités par nous pendant très longtemps, qui ont les moyens maintenant de conquérir, d'avoir un niveau de vie et des conditions de vie acceptables, que peuvent-ils penser quand on leur dit, attendez, nous on est monté très haut, et comme on a fait des bêtises, maintenant il faut que tout le monde s'arrête, et vous qui êtes bas, vous ne pouvez pas grimper, parce qu'il faut que vous arrêtiez aussi. C'est quoi ça? C'est pas le pire des colonialismes? Ben oui. En réalité, nos écologistes sont des colonialistes comme on a rarement connus. Et c'est très frappant. Je travaille pas mal avec l'Afrique. J'étais à un séminaire récemment sur la position de l'homme africain au XXIe siècle, où tous les Africains, les représentants des différents pays, ont tous dit la même chose. On dit, mais attendez, mais votre écologie, c'est fait pour vous. Vous n'allez pas nous imposer un nouveau système qui va nous bloquer comme des barrières douanières en nous empêchant de nous développer. De quel droit? De quel droit vous allez nous demander, nous arrêter notre croissance, alors qu'on en a désespérément besoin par rapport à vous? On a des problèmes d'emploi, de pauvreté, de maladie, et tout. Donc, les BRICS réagissent. Et alors, mais les BRICS, je vous disais au début, les BRICS c'était 5 pays, certes, en grand développement. La Chine, l'Inde, c'est des pays. Alors on vous dit, la Chine sera la première puissance du monde dans les années 2040, du moins c'est ce que disent les Chinois. Les Indiens vous disent, ouais, mais nous on sera la seconde puissance mondiale dans les années 2050. Et puis vous voyez que le FMI dit, ouais, c'est vrai, dans les deux cas, c'est vrai. Ah, puissance économique, je parle. Très bien. Alors vous regardez, et vous dites, bon, et vous apercevez que les Américains vont être troisième d'après les prévisions qui sont faites par des organismes internationaux pilotés par les Américains. Donc si vous voulez, c'est pas de la manipulation d'informations, ils le disent. Donc on voit tout de suite que le problème pour les Américains, c'est de dire comment je peux m'en sortir et continuer à être leader alors que je perds pied au niveau de ma taille et de ma capacité. Et les BRICS, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on était 5. Mais il y en a plein autour qui se développent. Qui ont les mêmes problèmes que nous, avec un décalage, mais les mêmes problèmes que nous. Donc il faut qu'on s'entraide. Et on assiste donc à une évolution du monde où l'on voit un certain nombre de pays en développement demander de rentrer dans les BRICS. Et donc, les BRICS vont se réunir au mois de novembre, si vous voulez, et on s'attend à ce qu'il y ait une multiplication du nombre de pays rentrant dans les BRICS. Et alors là, on va y voir qu'est-ce qui va se passer. D'abord, pour donner quelques pays, il y en a une dizaine qui sont candidats, mais vous avez un pays qui peut nous intéresser, c'est l'Algérie. L'Algérie est candidate pour entrer dans les BRICS. L'Argentine, candidate pour entrer dans les BRICS. L'Arabie Saoudite, candidate pour entrer dans les BRICS. L'Iran, maintenant que la Chine a fait faire la paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Pareil. Donc, vous avez toute une série de puissances qui ne sont pas moyennes, qui sont déjà des puissances importantes, qui sont en train de basculer. Et alors, et c'est là où on peut se poser des questions, quand on voit le G7, donc là c'est les nôtres, qui, à la dernière réunion qu'ils ont eue il y a moins d'un mois, disent au reste du monde, attention, on vous surveille, il faut vous respecter ce qu'on vous dit de faire. En particulier les fameuses sanctions. Et que vous répondez tous ces pays-là, jamais nous n'appliquerons les sanctions. Parce que les sanctions, c'est un problème d'occidental. Comme disait une amie qui est une sud-africaine célèbre, c'était l'avocate de Mandela, oui, je sais aussi qui c'est, qui était présidente de la commission des droits de l'homme à l'ONU, elle me disait, il y a quelque temps, elle me disait, tu sais, ce qu'il y a de bien dans votre histoire de l'Afrique, de l'Ukraine, c'est que par rapport, d'habitude, les guerres, elle me disait, il y a quelque temps, elle me disait, tu sais, ce qu'il y a de bien dans votre histoire de Mandela, oui, je sais aussi qui c'est, qui était présidente de la... C'est un problème d'occidental. Comme disait une amie qui est une sud-africaine célèbre, c'était l'avocate de Mandela, oui, je sais aussi qui c'est, qui était présidente de la commission des droits de l'homme à l'ONU, elle me disait, il y a quelque temps, elle me disait, tu sais, ce qu'il y a de bien dans votre histoire de l'Afrique, de l'Ukraine, c'est que par rapport, d'habitude, les guerres, c'est nous qui vous les faites chez nous. Et c'est nous qui sommes pénalisés. Et là, c'est une guerre de blancs, entre des blancs, et vous vous massacrez entre vous. Formidable, nous on compte les points. Eh ben, ça laisse rêveur. Parce que quand vous voyez qu'à côté ils vous disent on n'applique pas les sanctions, et que vous voyez aussi qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec l'interprétation qu'on donne, vous devez vous poser des questions en disant mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre pied par rapport au reste du monde? Et on revient à ce que je vous disais au début, c'est en définitive, ce sont nos valeurs qui sont en train de s'effondrer au profit d'autres valeurs, d'autres visions du monde, d'autres systèmes de pensée que le nôtre. Et ça c'est fondamental. Comme on l'évoquait, quand vous voyez, quand on nous dit par exemple on parle de démocratie, l'Europe a inventé la démocratie européenne, il faut bien le dire. Mais est-ce que la démocratie européenne est viable dans le reste du monde? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. On a voulu l'imposer en Afrique, c'est un échec. On a voulu l'imposer en Amérique du Sud, c'est un échec. On a voulu l'imposer en Asie, c'est un échec. Et on voit par contre, dans toutes ces zones du monde, des gens qui vous disent mais nous, on est dans une démocratie. Évidemment, c'est pas la même que la nôtre. Et c'est ça la question. En définitive, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on veut continuer à défendre, alors au niveau national c'est autre chose, mais on a défendre au niveau mondial une vision de la démocratie qui est spécifiquement européenne, parce que les Américains n'appliquent pas non plus, soyons raisonnables, ou alors est-ce qu'on est prêt à accepter qu'il y a d'autres systèmes politiques qui peuvent fonctionner et qui fonctionnent très bien, et qui sont adaptés. Pourquoi? Parce que dans chaque zone du monde,
le système politique dépend de la population, du social, de la culture, de l'histoire, de beaucoup de choses, de la religion, et que quand on veut nous plaquer un système qui a à peu près réussi chez nous, on ne peut pas dire ailleurs que ça marchera. Et la preuve, c'est que ça marche pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.